Bonjour, Bonjour! cher Jean-Yves. Ah, Com- je pensais que c'était au chalet. Je suis au chalet. OK, mais OK, je pensais C'est un qu'on mur allait. blanc. OK, je pensais Ah, qu'on si allait. tu veux voir le dehors, ben tiens, on va Bien le faire. sûr, Tiens, enneigé. oui, Ah, enneigé sur le bord du lac. Tiens, ah, voilà. merveilleux, Puis il merveilleux, neige en merveilleux. ce moment. Encore? Ouais, il tombe des petits brins, là, il fait moins quelque chose. C'est ça. Voilà, c'est mon décor. Fantastique. Donc, tu es Voilà. apaisé, dispo, très Ben, productif apaisé, cette je sais pas, semaine. je travaille comme pour toi comme un débile ces temps-ci, ça n'a aucun bon sens. Bon, j'adore ça parce que Jean-Yves est en vacances cette semaine et ça a donné une explosion de formulation, de contacts, merveilleux, merveilleux. C'est ça. Et Jean-Yves, je te remercie. J'en parle à tous les jours. Tu sais, je lis nos échanges à Sylvain, puis je suis comme tout le temps tellement heureuse et de la magie qui s'opère aussi avec tes contacts, avec, tu sais, Ah ah. l'ajout, par exemple, des enzymes québécois dans des formules, tu sais, les beaux labos qu'on a ici, tu sais, tout ça, là. Regarde, ce qu'on est en train de découvrir, là, toi et moi, là, c'est qu'on a énormément de choses au Québec et on a l'impression que c'est bon parce que ça vient d'ailleurs. Et moi, je m'oppose à ça depuis des années. Moi, je veux être chauvin, pas comme celui qui vient d'être condamné, là, comme le terme français qui veut dire que c'est meilleur parce que c'est fait chez nous en partant. Et on a des experts ici qui sont pas connus, on a des labos qui font des choses merveilleuses, on a des innovateurs, Et et il faut juste les mettre en valeur. Et écoute, bon, je veux juste le dire un peu parce que là, je pourrais même pas parler de tout ce qui s'est passé cette semaine. Là. Moi, ça pleut. Là, à chaque fois que j'ouvre ma boîte courriel, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de Jean-Yves et sur plusieurs sujets différents. Mais les protéines, et tu sais, les formules protéines que tu es en train de travailler, donc avec plein de protéines végétales, et tu Absolument. rajoutes à ça des enzymes avec une experte, une pionnière ici, qui travaille les enzymes, te Ouais, converser puis qui avec porte elle. le même nom que moi, qui Qu'est-ce que tu s'appelle veux dire? Suzanne Dionne. Non! Ah Oui! ben, ah ben, ah ben. Ah Avez-vous ben, Donc, ben, Suzanne, qui est la cuisinière derrière Massawipi, les aliments absolument. Massawipi, le damari, donc on vous parle souvent, les miso qui Le sont... miso, c'est des pionniers du miso. Puis d'ailleurs, je suis toujours déçu quand je vais dans une boutique, puis c'est pas leur miso qui est là, c'est un autre. Je fais, pourquoi? Parce qu'ils ont toute une gamme de produits extraordinaires, puis c'est des pionniers, ils font ça depuis tellement longtemps. Écoute, il y a, Suzanne et Gilbert, les patrons, là, le couple qui est... Tu sais, c'est un peu comme votre histoire puis la mienne, c'est toujours deux personnes, un couple quelque Oui, part qui fait des affaires géniales. Mais ils font un travail extraordinaire, puis ils ont développé des produits, comment je te dirais? Ben, tu connais déjà leur damarie puis le ben, miso, mais ça, Attends, parlons du Vital Câlin. Parce bon, que oui, eux n'ont pas les moyens, si on veut, de pousser plus loin les analyses et tout ça. Donc, j'ai lancé ça, moi. La chimiste avec qui on travaille m'a donné le contact du laboratoire au Canada où on peut faire analyser l'activité de chaque enzyme. oh my God, Oui, tu c'est réponds à une parti. question. C'est parti. Donc, pour l'instant, le Vital-Câlin, c'est un aliment, mais nous, on sait qu'il y a des enzymes là-dedans. Et qu'est-ce que ça fait des enzymes dans la vie de Bon, quelqu'un? allons-y. D'abord, une enzyme, c'est une structure, dans le monde vivant, c'est une protéine, c'est une structure qui va permettre de refaire la même réaction chimique over and over, là, comme ça, en continu. Alors donc, l'enzyme, dans ce qui nous intéresse ici, va aider à dégrader ou à digérer des protéines. Donc, c'est une protéine qui digère d'autres protéines. La vie a ceci de particulier qu'on dégrade ce avec quoi on est fabriqué. On est comme des foyers ou des poêles à bois faits en bois. Hmm? Alors, une enzyme, c'est une protéine qui crée une réaction. Alors, prenons dans le corps, je vais t'en donner une, par exemple, qui s'appelle la glutation peroxydase. Peroxydase va dégrader les peroxydes. Hein? On a OK. toujours ces mots-là où on se retrouve. C'est toujours des, en science, un peu comme en comptabilité, on aime avoir l'air savant, avoir un langage que rien que nous autres comprend, là. Oui. Euh, Parle à ton comptable, tu comprends rien de ce qu'il dit. Tu sais, les intrants, puis les ci, puis les ça, moi je dis, ah! Bon, alors,
il y a toujours moyen de décoder le langage. Donc, une enzyme a une fonction. Habituellement, tu prends le mot ase, puis tu regardes ce qui est au début. Donc, une lipase dégrade des lipides. Une Merveilleux. protéase dégrade des protéines. Bon, etc., etc. Et donc, c'est toujours des protéines qui ont la capacité de ne pas être affectées par la réaction qu'ils vont engendrer. Donc, une protéase digère des protéines, mais n'est pas digérée elle-même. Tu me suis jusque-là? Oui, je te Bon. suis. Toutes les protéases, toutes les enzymes ont besoin d'un environnement. Par exemple, une protéase va être efficace en milieu acide ou pas. Hein, certaines vont travailler dans ton corps. Tu as une protéase que tu fabriques dans l'intestin qui s'appelle la pepsine, dans l'estomac, qui s'appelle la pepsine, qui OK. détruit les peptides. Protéase. Mais elle, à travers un milieu acide, dès qu'elle sort de l'estomac, elle ne marche plus. Donc, chaque enzyme a une fenêtre d'action qui est très étroite. J'agis là seulement. Dans le cas du vital-câlin, ce qui est fascinant, c'est que dans les processus de fabrication, de fermentation, ils ont des levures, hein, des aspergillus, et ces levures-là vont sécréter des enzymes pour digérer leur environnement, pour grandir. Et eux ont trouvé une technique pour aller chercher toute la batterie d'enzymes au complet et plutôt que se casser les pieds avec une approche quasi pharma de dire telle enzyme fait telle affaire, ils ont juste fait en vrac, les voilà, ils ont appelé ça Vital Câlin. Et les aspergillus, pour vous les mettre dans le contexte écologique, c'est une famille de produits. Il y a Aspergillus oryzae, oryzae c'est le nom du riz en latin. Aspergillus soja, soya en latin, mais à l'opposé de cette gamme-là, juste pour faire un peu d'écologie, Aspergillus niger, noir, c'est celui que tu retrouves dans les maisons contaminées par des moisissures. OK. OK? Donc, le nom latin, tu sais, quand je te dis, je pense qu'on a déjà parlé, des probiotiques, tu vas avoir toujours 3 noms, parce qu'autrement, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais Oui, Aspergillus, ça te dit quelque chose, mais de quoi tu parles? OK. Tu sais? C'est comme être humain. Est-ce que c'est Hitler ou Gandhi? Tu ne le sais pas. Donc, ça prend le qualificatif. Donc, Voilà. dans notre mélange de protéines, à un moment donné, tu as posé la question, tu as dit ça serait chouette de rajouter des enzymes dedans. Et là, Absolument. moi, clic, j'ai fait, ben, enzymes, c'est égal Gilbert et Suzanne. Puis là, tu as discuté avec eux, puis là, ils ont amené des points. Là, tu présentes ça à Valérie, qui est une nutritionniste extraordinaire, holistique, qui est sur la clôture du milieu et non pas subventionnée par des lobbies. Mais au-delà de ça, tu sais, je l'ai répété souvent, moi, j'aime pas les gens qui sont, peu importe pourquoi, dogmatiques. Quand c'est rigide, tu sais, je t'ai dit, je pense la dernière fois, quand les faits ne se conforment pas à la théorie, Oui. change de théorie. Oui. Mais la majorité des gens, c'est très insécurisant de dire, oups, j'ai tort. Et là, tu reviens en arrière, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, OK, il est là le problème. Mais c'est très insécurisant, ça. L'être humain veut pas ça. Non. Tu sais, le Absolument. livre sacré a dit ça depuis X milliers d'années, donc c'est vrai. Pas nécessairement. Et les gens que j'aime, c'est des gens qui ont toute cette capacité-là, même si on n'est pas d'accord, de dire peut-être que ce que je dis n'est pas tout à fait vrai. Attends une minute, on va discuter ensemble, puis on va trouver le terrain d'entente, puis de ça va sortir une notion beaucoup plus proche de la vérité, quoique la vérité, c'est très difficile à trouver. Mais bon, le Vital Câlin ne changera pas de prix. Moi, quand on fait des analyses comme ça, c'est pour aller chercher des homologations thérapeutiques, c'est pour dire exactement c'est quoi, parce que sinon, c'est un aliment. Donc, et toi, pourquoi tu as voulu rajouter des enzymes dans les protéines? La réflexion, puis Suzanne, dans les échanges qu'on a eus, a touché le même point. Beaucoup de protéines végétales sont très difficiles à digérer et sont moins biodisponibles. Je m'explique. Une protéine, c'est une grosse structure faite de petits morceaux qu'on appelle des acides aminés, qui sont en chaîne, mais la protéine se replie de toutes sortes de façons, puis il y a une forme en 3 dimensions. Mes fameuses enzymes sont là pour aller couper ces grandes chaînes-là à des endroits bien spécifiques. Toutes les enzymes auront une place. Ils ne digèrent pas au sens genre je défais en petits morceaux. Non, non. Je coupe entre telle enzyme, tel acide aminé et tel acide aminé. Toujours à mes places. OK? Alors, le corps humain a cette capacité de digérer limitée.
Mon microbiote fait le reste de la job. Et ça, peu de gens comprennent cette affaire-là. Si je n'avais pas de bactéries dans l'intestin, ma capacité d'absorber les aliments serait très, très, très limitée. OK. Et c'est là où les protéines végétales sont beaucoup plus difficiles à digérer, pas au sens j'ai une facilité de digestion, non, au sens où est-ce que j'absorbe complètement la protéine? Alors, par exemple, dans ce que Suzanne disait dans ses courriels en parlant du poids, l'enveloppe du poids contient des antinutriments qui m'empêchent d'aller chercher toute la qualité de la nutrition derrière. Ces antinutriments-là peuvent être des acides phytiques et autre chose, mais dans le cas qui nous intéresse, des anti-enzymes. Par exemple, je vais t'en donner un exemple, il y a une antitrypsine. La trypsine, c'est une des enzymes que tu fabriques dans l'estomac, comme la pepsine de tantôt, qui a pour but de couper la protéine à certaines places. Mais dans le blé et dans certaines légumineuses, il y a des antitrypsines. Oups! Ça explique pourquoi bien des gens, et j'en suis un, manger des légumineuses, Moses, que c'est difficile. Oui, absolument. Alors, le but de mettre une formule d'enzyme à l'intérieur du produit, c'est de pallier ce problème-là. De réussir à avoir un aliment qui va être partiellement digéré avant même d'arriver dans l'intestin. Moi, tu m'apprends quelque chose parce que je pensais que les protéines végétales étaient plus assimilables. Oh, pas du tout. Écoute, c'est les protéines les plus assimilables, là, ça, quelque chose comme le blanc d'œuf. Ça, c'est très, très, très assimilable. Puis encore là, cuit ou cru, c'est pas la même chose. OK? Mais il y a une façon de qualifier ça. Il y a des tests qui existent qui vont qualifier et quantifier la biodisponibilité, la capacité de digérer, absorber et utiliser. Et habituellement, les protéines végétales tombent en bas. Le seuil est peut-être le plus haut en haut, puis les autres descendent, puis les pires de toutes les protéines végétales, c'est les protéines des grains. Quand on parle des protéines qui viennent des grains, comme on les calcule les même pas, tu les absorbes pas. T'sais. Ben voyons donc. Mais dis-moi une affaire, parce que moi, j'ai remarqué sur un bel effet sur ma masse musculaire, je ne veux pas me vanter, mais de la spiruline. Ben oui! OK, donc Ah la oui! spiruline est hautement assimilable. Ah oui! Oui, OK. oui, oui. OK. Fais attention. OK. J'ai dit quelque chose qu'il faut nuancer. Quand je dis les protéines végétales, il faut faire attention parce qu'il y a toute une échelle là-dedans. Oui. Puis quand on parle, bon, on vient de parler de la spiruline, c'est extraordinaire. Quelqu'un va remarquer les noix trempées. Les noix, le fait de tremper, le fait de germer, le fait de fermenter, sont toutes des techniques qui permettent de désactiver les antinutriments. Okay? Dépendant de l'aliment dont on parle. Les phytates dans les noix, dans les légumineuses, faites tremper s'il vous plaît. Mangez jamais des légumineuses crues, vous êtes malade. Sauf exception, tu sais, la fève verte, c'est correct, mais la fève rouge, là, avec laquelle on fait du chili, mangez jamais ça cru. Il y a une hémagglutinine là-dedans qui va vous rendre super malade. Mais ceci étant dit, il y a une gradation, puis la gradation, elle est dans l'aliment, mais elle est aussi dans l'individu. Alors, il y a des gens qui ont une capacité, soit par leurs propres enzymes, soit par enlever la peau, pas nécessaire, juste les faire tremper, ça fait un job. Pour les amandes, excusez, je lis les commentaires en même temps. Mais en termes individuels, il y a des gens qui sont plus aptes par leur historique, leur génétique, à s'adapter à certains types d'aliments, d'autres beaucoup moins. Je parlais du microbiote tantôt. L'exemple typique du microbiote, c'est l'intolérance au gluten. Tu sais, Madame Lagacé, Jacqueline Lagacé a écrit un livre il y a plusieurs années, Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation par l'alimentation. Et son cheval de bataille, c'était le gluten et les produits laitiers. C'est basé sur les travaux de Jean Seignalais à la fin des années 90. Bon, oui, mais, OK, on sait que l'intolérance au gluten touche à peu près 30% de la population. À ne pas confondre, comme nos amis de certains discours vont dire, il n'y a que la maladie cœliaque. Non, la maladie cœliaque, c'est une maladie génétique. Ceux qui vendent du pain. Mettons. Il y a un clan, là. On parlait du dogmatisme, là. Oui. C'est un exemple. Alors, moi, quand quelqu'un qui cite l'opinion de quelqu'un d'autre, j'ai des problèmes. Mais l'intolérance au gluten est réelle chez 30% des gens. J'en fais partie. Et je ne suis pas cœliaque pour Saint-Saëns. Je n'ai pas les gènes HLQ. Je ne suis pas là. Mais pour des raisons autres, prise d'antibiotiques, intestin perméable, peu importe, mon microbiote
fait pas le travail d'aller dégrader cette protéine-là que moi, comme animal, je n'ai pas la capacité de dégrader. L'être humain n'a pas les bons enzymes pour dégrader le gluten. Mais pourquoi 70% des gens le tolèrent très bien? Parce que leur microbiote fait le travail. Ils ont des enzymes produites par des bactéries qui vont dégrader tout ça. Puis pour eux, manger du pain, c'est pas un problème. Moi, manger du pain, écoute, une fois passe, deux fois passe, trois fois, paf, malade. OK. OK. C'est vraiment super intéressant. Donc, les enzymes vont aider la personne à décortiquer pour pouvoir bien digérer ou vont digérer elles-mêmes une partie. C'est ça. Elles vont faire. Puis c'est là où on a plusieurs processus qui sont là. On peut mettre des enzymes qui sont actifs, mais étant lyophilisés, séchés, ne sont pas actifs tant qu'ils ne sont pas dans l'eau. Alors, tu les mets dans la poudre et tu augmentes le potentiel de digestibilité ou ce que je disais tantôt, la biodisponibilité. Alors, la biodisponibilité, c'est la capacité de digérer, absorber et utiliser. Bien, c'est ça. Parce que si tu manges bien, mais que tu n'assimiles pas, mettons que tu manges bien tu manges de la salade, mais que ton corps n'est pas capable d'aller chercher des nutriments, ça ne sert pas à grand-chose. C'est exactement ça. Et un système qui va être encrassé, pour reprendre les termes, par exemple, de Mme Lagacé, parce qu'elle va faire des corrélations entre l'encrassage et certaines... Oui, puis elle va parler des glycotoxines. Bon, dans la notion d'encrassage, ici, on va s'amuser un petit peu. Il y a deux grands, outre les toxines, puis là, on va s'amuser longtemps là-dessus, mais on va parler de deux choses. Un, il y a des métabolites, donc des trucs que mon corps fabrique et ou qu'il mange, qui sont des protéines ou des fragments de protéines collés à un sucre. On appelle ça des métabolites glyqués ou des glycotoxines. Et ça, mon corps a énormément de difficulté à les dégrader, à les éliminer. Quand je suis jeune, ça va. Plus j'avance, plus je les accumule. Exemple, les fameuses lipofuchines qui sont dans cette famille-là, c'est les maudites taches de vieillesse là, qu'on appelait des fleurs de cercueil au Moyen Âge, qu'on a tous à mon âge et plus vieux. Bon. Mais les glycotoxines, on les fabrique dans l'intestin. On les mange dans les viandes trop cuites ou dans n'importe quoi qui est trop cuit ou très cuit, mettons ça à haute température, d'où la cuisson à basse température qui est préconisée par Mme Lagacé. Ça, c'est un type d'encrassage. L'autre, il est tout à fait moderne. Oui, vas-y. Tu as parlé des taches de vieillesse. Oui, les lipofuchines. Je suis très contente parce que, tu sais, on n'a pas encore commencé notre sujet du jour, mais on en parle. Fait que je suis très, très, très contente. Du lien entre ce qui se passe dans notre système digestif et la peau. Donc, tu sais, OK, parfait, on continue. Bon, l'autre type d'encrassage enzymatique, il est industriel. On pourrait parler des additifs, mais je vais me concentrer sur une affaire, les fameux gras trans, qui ont été inventés à la fin du 19e siècle, qui est l'hydrogénation des lipides, des gras polyinsaturés. Donc, c'était l'huile de cartame, l'huile de coton, l'huile de canola, où on a, ceux qui ont mon âge se souviennent de l'huile Crisco, qui était fraîche et propre tout le temps, là. Anyway. Et c'est chimiquement un gras, là, je l'ai déjà expliqué, c'est une chaîne de carbone de 18 carbones de long. C'est un peu comme un chapelet. Et tu as entre deux boules, tu as deux liens. Et donc, le chapelet ne tourne plus à cette place-là. Il prend une position dans l'espace. Un oméga 3, à partir de la fin, carbone oméga 1, 2, 3, ma première liaison double est là. Oméga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma première liaison double est là. Alors, les liaisons doubles sont rigides. Tu me suis jusque-là? Ben oui, puis Stéphane a dit qu'il refait toute sa biologie et sa chimie, moi aussi, du second. C'est fantastique, j'adore ça. Et d'où les affaires de twist, là. Bon, c'est ça, exactement. C'est que, normalement, tu vas avoir des gras où ta rigidité va être, parce qu'un carbone a 4 liaisons, alors, le reste de la molécule, quoi? Ça a gelé? On a gelé. Bon, moi, je te vois bien, là. Je reprends. Alors, ta double liaison, tu me suis? Oui. Les petits carbones. Oui. Et là, il y a un hydrogène, puis le reste de la molécule va par en haut, ça ressemble à une chaise. Oui. On appelle ça la position 6. OK. Regarde où je m'en vais, là. Oui. Quand tu l'as fait au niveau industriel, c'est rigide, mais au lieu d'être les deux dans le même sens, il va de l'autre bord. On appelle ça la position trans. Les gras trans. Ben, okay? voyons donc, toi.
Bon, alors ça, là, ce petit détail-là, la Oui. molécule n'a pas changé, tu as juste fait ça. Ça, c'est un gras trans, et les gras trans arrivent au niveau de tes enzymes, paf, ça les bloque. Alors, que ce soit au niveau du foie, du système cardiovasculaire, de l'inflammation, du système nerveux, de la dégénérescence maculaire, amène ça comme tu veux, les gras trans sont facteurs causaux de plein de maladies. Ben, évitons tout ce qui est transformé, évitons les sucres aussi, l'abondance de sucre, pain, pâte, patate et les sucres. Et t'as tout compris. Misons sur les protéines. Attends, non. Misons sur les bons gras et misons sur les protéines. Encore faut-il qu'elles soient digérées. Digestibles et digérées, tout à fait. Qu'elles soient assimilées. Donc, les enzymes vont aider si on n'a pas un environnement qui est. Tu sais, moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je mange de cette façon-là. Donc, je pense que j'ai comme mon usine, elle marche bien. Mais quelqu'un qui n'a pas là, peut s'aider d'enzymes et peut s'aider de probiotiques. Bon, oui. C'est pas la même chose, mais le probiotique. Non, pas la même chose du tout. Le probiotique, c'est le microbiote. Bon, le microbiote, c'est une entité, puis là, faites bien attention quand on parle de microbiote, parce que la science et ce qu'on en dit, c'est deux choses. Au sens où le microbiote, pour l'instant, on est dans une phase exploratoire, on est loin d'avoir tout compris. Quand quelqu'un vous dit des choses absolues, là, genre, j'ai trouvé la façon d'avoir le meilleur microbiote. Ben, excuse-moi, le microbiote, le meilleur n'existe pas. Il est fonction de toi, de ton environnement, de ton alimentation, mais toi, ton alimentation, dans un autre environnement, le microbiote va changer. OK. Il est vraiment quelque chose de mouvant dans le monde. Et en ce moment, la science sort très peu de bactéries avec un nom. Ils vont sortir des grandes familles. Bactérioidetes, Provotella, des affaires que je connaissais même pas il y a 5-6 ans. Okay, bon, c'est ça que j'allais dire. Mais peut-être toi, mais tu sais, dans notre langage à nous commun, le microbiote vient d'apparaître. Le système digestif, ça vient d'apparaître dans notre vie. Absolument. L'intestin, tout ça, c'est comme... D'où la notion, il faut faire attention quand tu entends quelqu'un qui parle, c'est comme ça que ça marche. Genre, la seule affaire pour avoir un bon microbiote, c'est les fibres. Non. Les bactéries, ça vit dans un environnement complexe. Oui, les fibres sont utiles. C'est vrai, pour aider une fraction une proportion des bactéries qui vont produire à partir des fibres ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte et qui vont avoir des effets intéressants. Oui, mais en même temps, ton microbiote se nourrit de protéines, c'est eux qui vont fabriquer les neurotransmetteurs. Je te dis, pas de microbiote, t'es pas en santé. De la même façon, ils vont métaboliser les gras, ils vont transformer certaines substances pour en faire des vitamines. Alors, c'est beaucoup plus complexe que quelqu'un qui arrive, c'est ça la vérité. Pas de même. OK, fait que bon, OK. Les enzymes vont aider les personnes à digérer, assimiler, à décortiquer, à briser. Oui, et à mieux tolérer. Mon but à moi là-dedans, c'est d'augmenter la tolérance. Parce que si tu prends quelque chose, parce que des protéines en poudre, j'en ai essayé 12 millions de sortes. OK? Tu sais, le haut de gamme, végétal, fermenté, je prends ça et j'explose. OK. Le petit lait, ça marche un certain temps, puis à un moment donné, je me avoir mal partout parce que c'est pro-inflammatoire chez moi. Il faut toujours faire attention. Je ne peux pas extrapoler ma réalité à celle des autres. Non. Par contre, je peux garder le doute provenant de ma réalité. C'est peut-être pas toujours pareil pour tout le monde. Mm-hmm. Absolument. Et quand toi, tu fais un mélange de protéines, là, tu as un tableau, tu as tous les noms des acides aminés. C'est vraiment fantastique. Ça va être génial. Ça va être extraordinaire. C'est ça. Bon, les enzymes, je comprends, et on peut les rajouter on peut saupoudrer ça un peu partout si on a de la difficulté à les chercher. C'est ça où Suzanne et Gilbert, avec leur Vital Câlin, ont développé. C'est le concept de, tu peux deux choses. Soit le mettre sur ton aliment tant qu'il n'est pas trop chaud, et les enzymes vont commencer à agir, puis tu vas les manger, tu ne les goûtes pas. Tu peux aller une étape plus loin, puis ça, c'est ce que Valérie fait avec le Vital Câlin, faire fermenter des affaires directement avec le Vital Câlin à température pièce, puis là, hop, il y a un changement qui se passe.
Tu sais, les traditions ont compris ça il y a très longtemps. Le natto, c'est quoi pour toi? Le tempeh, c'est quoi? La choucroute, le kimchi, c'est des fermentations naturelles qui ont été traditionnellement utilisées. Puis toujours, tu sais, la choucroute, c'est tellement facile à faire. Tu peux faire ça à la maison, sans outils. Tu sais, ça prend de l'eau, du sel, du chou, puis l'aromate que ça te tente d'avoir dedans. C'est tout. C'est d'une facilité enfantine. Absolument. Mais l'avantage d'avoir un substrat enzymatique comme le Vital-Câlin va accélérer un type de fermentation qui n'est pas nécessairement une fermentation, là je vais prendre un beau grand mot, biotique. C'est une fermentation abiotique, au sens où il n'y a plus d'être vivant là-dedans, il est séché. Mais il peut y avoir encore des traces, puis ça se peut que les levures rembarquent là-dedans. Mais c'est surtout les enzymes qui sont là, qui font la job. C'est pas des bactéries qui se développent. Alors, c'est pas tout à fait le même principe, mais c'est super trippant. OK. Maintenant, si quelqu'un a des problèmes de digestifs ou des problèmes... Attends, les probiotiques, on en a parlé la semaine dernière, mais vont aider, les probiotiques et les fibres et un mélange de bonne alimentation et d'un bon style de vie vont aider elles, à avoir un beau microbiote. Bon. Un microbiote sain, en fait, qui va, lui, s'occuper du reste de ce que les enzymes vont commencer. C'est ça? Oui. OK. Dans ce que tu as dit, c'est correct, OK? Mais il faut faire des nuances. Au sens où j'ai pas encore un microbiote en capsule que je peux prendre qui va automatiquement me rendre mon microbiote en bon état. Oui. Ce qu'on a, de plus en plus, on a des familles de bactéries différentes. Oui. On a des lactobacilles, des bifidobactéries. Moi, j'ai un gros faible pour les bifidobactéries pour une raison. Ce sont les bactéries qui sont les plus fragiles avec l'âge et c'est elles qui sont associées à la santé du gros intestin. Alors, je m'explique. Quand on naît, naissance naturelle, enfant allaité, tu as une proportion très importante de bifidobactéries, notamment le fameux Bifidobacterium infantis chez le tout petit. À peu près 80% de la flore, c'est ça. OK. Et quand on ne prend pas d'antibiotiques, si on rajoute dans ton... Merci beaucoup. Tout ça, donc quand on ne détruit pas cette affaire-là. C'est pour ça que j'ai spécifié naissance naturelle et allaitée. Okay. Alors, allons l'opposer. Et pas naissance par pas d'eau chlorée et tout ça, parce que le chlore... Ah ben, le moins possible, mais au total, allons juste dans les grandes lignes. Là. Tu sais, mon bébé naturel, naissance naturelle, contact peau à peau, tout ce que tu veux, là, allaitement naturel, il a la colonisation et il va être surtout des bifidobactéries. Prends l'opposé. Attends, tu as dit contact peau à peau. Ben oui, c'est primordial. Excusez, là. Pour le microbiote. Oui, parce que le bébé, il est colonisé par la naissance vaginale, c'est vrai. Il a aussi une capacité d'absorber dans le lait maternel certaines bactéries et certains prébiotiques qui vont nourrir les bactéries. Hein, dans le lait, il n'y a pas rien que, tu sais, c'est complexe. Okay. Mais il y a aussi tout le microbiote de la peau de la mère. Au-delà de... Wow. Oui, on est des vaisseaux spatiaux à bactéries, OK? Wow. On a des milliards de bactéries partout dans le corps, vraiment partout. La seule place qui est stérile pour l'instant, c'est le cerveau. Il y en a dans le sang, OK? Alors, on est dans un environnement. Alors, je vais aller vers mon opposé. Un prématuré né par césarienne, pas allaité. Lui, il a une flore d'hôpital. Il y a des bactéries d'hôpital dans le ventre. C'est l'horreur. C'est pour ça qu'ils sont poqués, ces enfants-là. Ça n'a aucun bon sens. Alors, revenons à... On évolue. Je vais prendre mon exemple. Mais dis aussi, parce que souvent, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas de la faute à la maman. Et pas du tout. On fait des miracles qui ont sauvé les bébés. Donc, qu'est-ce que peut faire la maman ou le papa, le parent ou... Écoute, les choses qu'on peut faire, OK? Parce que mon commentaire n'est pas du tout, et ne sera jamais de mettre la culpabilité à la mère. Déjà qu'être mère aujourd'hui, c'est méchamment difficile. Mais non, c'est qu'il y a bien des choses que la mère va faire sans le savoir. Alors, par exemple, si la mère est porteuse d'un intestin perméable, comme énormément de gens, il va passer des choses que le bébé va recevoir durant la grossesse et va être sensibilisé à ça rendu sorti. La mère ne peut pas être responsable de ça. C'est pas elle qui a décidé de prendre des antibiotiques quand elle avait 3 ans. Là.
sais. Et En tout cas, l'eczéma embarque et là, bon, l'eczéma est un exemple typique de ça. Puis les probiotiques, bon, pour revenir à ta question, les probiotiques, au sens le plus large et le plus noble du terme, vont aider le microbiote à pousser dans une direction. C'est-à-dire que il y a des zones grises. Est-ce que le fait de prendre des lactobacilles et des bifidobactéries va juste augmenter ces populations-là dans le corps? Ou, et c'est là la théorie intéressante, vont-ils créer un environnement qui va générer une capacité de faire pousser toutes les bonnes bactéries qui ne sont pas des lactos et des bifidos? T'as répète ça? C'est ça. C'est pas clair. C'est que quand tu prends des pro ou des prébiotiques, qui sont les fibres qui nourrissent les probiotiques, rendus dans l'intestin, ils vont croître, mais en même temps vont générer un environnement qui permette à leurs congénères de croître aussi. Oui. OK, donc les lactos encouragent les lactos, les bifidos encouragent les bifidos, les lactos encouragent les bifidos, mais ce qu'on commence à comprendre, puis c'est pas clair encore, c'est qu'il y a un paquet de nouvelles bactéries qui sont aussi encouragées par celles-ci. OK. Alors, par exemple, je vous ai parlé de ma bactérie Frankenstein que j'aime beaucoup, qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzii, découvert au début des années 2000, qui ne pousse pas en industrie, fait qu'on ne l'aura pas en supplément, mais elle est le représentant d'une flore en bon état. Ah. Quand j'ai une maladie inflammatoire intestinale, elle n'est plus là. Ah. Chez la souris, quand on réinocule cette bactérie-là, la maladie inflammatoire s'en va. Ce serait le fun qu'on soit capable de faire ça chez l'humain. On n'est pas capable. Alors, il y en a d'autres comme ça. Akkermansia mucinophilia. Il y en a toute une collection là, qui sont le début de la compréhension. Okay. C'est un immense puzzle, puis il n'y a personne qui a les clés de tout ça. Là. Alors, l'historique de ta vie, le stress, la prise de médicaments, notamment antibiotiques, mais aussi anti-inflammatoires, médicaments pour l'estomac, les IPP et plein d'autres, affectent ton intestin, affectent ta muqueuse, affectent ton microbiote. Un exemple. Tu prends un médicament pour réduire l'acidité de l'estomac. Losec, Nexium, Pariette, whatever, toute la gamme. Les IPP de leur grand nom. Ils bloquent la formation d'acide. Oui, mais l'acide est là pour une raison. Ben oui. Elle est là pour dégrader les aliments. Elle est là pour tuer les bactéries. C'est important, là, parce que c'est ma première... pourquoi certaines bactéries vont se ramasser dans l'intestin, puis d'autres vont mourir dans l'estomac. Les salmonelles ne devraient pas passer, parce que l'estomac est acide. Là, tu prends ton médicament, ton estomac est plus alcalin, c'est bien, tu n'as plus de symptômes, mais en même temps, ta barrière acide n'est plus là. Tes enzymes, dont je parlais, pepsine, trypsine, chémotrypsine, blablabla, qui sont produites par l'estomac, ne sont pas actives. Il n'y a pas d'acide. Alors, il y a plein de facteurs qui apparaissent, donc ton microbiote va être affecté. C'est vrai pour les antibiotiques, c'est évident, ça tue des bactéries. C'est vrai pour les anti-inflammatoires qui créent des lésions de la muqueuse, whatever. L'alcool, on peut s'ostiner longtemps sur le bon, le mauvais. Je suis un grand fan de l'alcool à dose modérée, mais ça reste un poison. Alors, tout ça, c'est notre vie. Plus les agents de conservation qui sont des antibactériens par définition, les parabènes, entre autres. Fait que ton microbiote, là, il est comme, qu'est-ce que je peux faire? Les agents de conservation qu'on applique sur notre peau aussi. Bon, à ce niveau-là, il y a débat. Il y aura toujours débat, c'est le fun. Mais moi, je suis un tenant de la réalité de l'absorption de ces molécules-là par la peau jusque dans le système. Exemple, on a trouvé dans des biopsies de cancer du sein des parabènes, qui sont des agents de conservation qu'on fout dans les cosmétiques. OK, est-ce que les parabènes sont la cause ou c'est le cancer qui a tiré dessus les années-là? Je ne le sais pas. Il y a toujours plusieurs facettes à un problème. Mais toujours est-il que le moins on en a, le mieux c'est. OK, c'est drôlement, tout le monde est intéressé. Il y a beaucoup de monde. Combien de la population, en pourcentage, va avoir un intestin qui n'est pas, mettons, en forme, là, ou que... Écoute, tu m'amènes en spéculation, je ne le sais pas, mais je peux postuler quelque chose. Au sens où je vais te poser des questions, puis tu pas besoin de répondre, là, c'est des questions très rhétoriques. Combien de personnes ont pris des antibiotiques dans leur vie? Ou en fait, combien de personnes n'ont jamais pris d'antibiotiques? OK. Et il y a quelqu'un qui pose une maman qui dit mon ado doit prendre des antibiotiques. Donc, à ce moment-là, toi, tu dis prenez, balancez avec des probiotiques.
S'il vous plaît, oui. OK. Euh, OK. Antibiotiques, c'est toute la check. question. Ben, c'est que les antibiotiques, peu importe lequel, bon, il y en a qui sont moins pires. Le métronidazole, par exemple, c'est moins pire, il n'attaque pas ceux qui m'intéressent. Mais tous les antibiotiques, surtout les larges spectres, je pense au céphalo, il y a toute une famille qu'on donne, habituellement pas en première ligne, sauf que les médecins ont tendance à mettre ça en première ligne pour ne pas se tromper. Euh, un antibiotique, par définition, ça tue le biotique. Le biotique, c'est le vivant. J'en ai besoin du biotique, le probiotique. Et quand j'arrive avec une substance qui tue les bactéries, ben, j'altère le système et seules les bactéries les plus fortes, pas nécessairement les plus bénéfiques, mais les plus fortes vont pousser. Exemple, ma personne âgée qui rentre à l'hôpital pour X, qui reçoit un antibiotique et paf, se tape un C difficile. Le Clostridium difficile, il survit à tellement d'affaires. C'est pas une bactérie bénéfique, tu admettras. Hein? Alors, c'est là où toutes tes questions, combien de gens ont un microbiote en santé, ben, tu sais, qui n'a pas pris d'antibiotiques, qui ne prend pas d'alcool, qui ne mange pas d'aliments transformés avec des agents de conservation, qui n'est pas stressé. On vit aujourd'hui le stress. Keflex pour l'ado, ben oui, Keflex, c'est une céphalosporine qui a un large spectre. Alors donc, va affecter le microbiote, puis on sait que le risque d'effets secondaires augmente avec la puissance d'antibiotiques et le risque de complications à long terme augmente avec la fréquence des traitements. Plus tu prends des antibiotiques, plus tu pourras avoir des risques à long terme. Donc, si on prend un antibio, ça serait mieux de prendre des probiotiques, pas des prébiotiques. Bon, OK. Les prébiotiques, il est trop tard. OK. Je voulais pas montrer, je voulais juste dire probiotiques. C'est ça. L'idée, c'est que quand tu attaques littéralement la flore intestinale, tu veux renforcer, donc remplacer. La stratégie, c'est de prendre un probiotique complexe ou un probiotique tout court, peu importe lequel vous allez choisir, et de le prendre durant et après le traitement, séparé au moins 2 heures, ce qui fait que l'antibiotique ne tuera pas les bactéries tout de suite, il va prendre du temps avant de le faire, parce que si tu le prends en même temps, ça tue tout. Puis c'est pas vrai que le probiotique va altérer l'antibiotique, c'est l'antibiotique qui tue le probiotique. OK. On prend ça comme aide, en sachant qu'il n'y en a pas un qui est parfait. C'est tout. Si on avait accès à de la transplantation de cells, comme je sais qu'il y a un chercheur en Ontario qui cherche un processus industriel pour être capable de répliquer un donneur de sels, parce que pour l'instant, ça se fait, c'est un donneur, un récepteur. Et donc, l'idée, c'est de protéger du mieux qu'on peut le dommage, contre le dommage de l'antibiotique. Donc, pendant le traitement, puis après quelques semaines pour continuer l'entretien. OK. Comment on fait pour savoir si on a un bon microbiote? C'est une bonne question. C'est une très bonne question, puis je n'ai pas de réponse parfaite. Je vais te donner des pistes de réflexion qui sont plus encore là des questions. Avez-vous des symptômes d'intolérance alimentaire? Avez-vous des symptômes... Attends, stop! Oui. Dès qu'on a un problème sur notre peau du visage, ça peut être le reflet, que ce soit des boutons, des zones rouges, de l'eczéma, des plaques sèches, ça peut être le reflet aussi. Ça peut, mais je vais qualifier ça un petit peu plus. Vas-y. C'est-à-dire que si c'est un problème de tendance inflammatoire, la réponse, c'est beaucoup plus proche de la notion de l'intestin perméable. Si c'est un problème comme de l'acné, ça, c'est d'autres choses, c'est un problème métabolique. Il y a un lien alimentaire, mais je ne suis pas sûr qu'il y a un lien avec la muqueuse comme telle. OK. Donc, tu fais de la coupe rose, par exemple, c'est d'autres choses. Ça se développe sur le temps. C'est inflammatoire, mais tu sais, c'est pas évident, ça, là. Faire discriminer tout ça. Alors, alors, si tu as des problèmes inflammatoires, oui. Si tu as des problèmes cutanés qui sont qui bougent dans le temps, là, qui apparaissent, qui disparaissent, si tu as des raideurs articulaires, si tu as des diarrhées et ou de la constipation, si tu as des diarrhées explosives avec beaucoup de gaz, tout ça, c'est des signes il y a quelque chose dans l'intestin qui ne va pas bien. Les ballonnements. Les ballonnements, ça peut être 2 choses. Ça peut être le microbiote qui est perturbé, mais ça peut surtout être une intolérance à quelque chose. OK. Et quand on a une intolérance à un aliment, parce que tantôt, tu as séparé, tu as dit maladie cœliaque, oui, c'est pas beaucoup de pourcentage, mais intolérance au gluten, c'est 30%. L'intolérance,
non cœliaque au gluten, qui est une entité qui est documentée, n'en déplaise à certains, c'est tout à fait vrai. J'en suis un, puis c'est documenté. Là. On estime, dépendant des auteurs, jusqu'à 30% de la population, qui n'est pas la maladie cœliaque, qui est les génétiques et qui est autour de 1%. OK. Autour de 1%. Ça dépend des populations. Ça dépend d'où tu viens. Puis il y a certaines populations où il y en a plus que d'autres. Bon, et je comprends pourquoi on aime mieux parler de la maladie cœliaque que de l'intolérance au gluten. Ben oui, c'est flou. OK, c'est flou. C'est flou. Puis si dans le discours public, on se met à dire que c'est une réalité, imagine ce que ça veut dire là, en termes de changement alimentaire pour un paquet de monde qui ont mal au ventre, ça va pourquoi, là? Jean-Yves, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai dit que moi, j'avais éliminé le gluten de ma vie puis que j'avais retrouvé de l'énergie et je me suis fait démolir comme si ça nous prenait chacun notre poche de gluten et qu'il fallait manger ça à tous les jours pour être en santé. Écoute, il y a dans des magazines des articles, et on sait de qui je parle, je ne le dirai pas, qui commencent en disant l'alimentation est d'abord basée sur les grains. C'est pas vrai. OK? C'est pas vrai. Okay. Bon, je reviens à ma question. Puis après ça, il va falloir reculer dans le temps parce que tu avais commencé, on parlait, le thème, c'est comment savoir si on a un bon microbiote. Moi, ma sous-question, et on n'a pas encore commencé notre topo, mais on en parle quand même du jour. Si on a une intolérance à un aliment et qu'on continue de consommer cet aliment-là, qu'est-ce qui se passe à la longue? OK, ça dépend du type d'intolérance. Il y a certaines intolérances où le corps va développer une tolérance. Alors, par exemple, pour beaucoup de gens, commencer des légumineuses, ça donne des gaz, tu en prends un petit peu, doucement, puis un certain temps, hop, tu tolères, puis ton système digestif, c'est adapté. Adapté. Il y a d'autres intolérances où cherche pas, tu vas juste aggraver, c'est comme mettre de l'huile sur le feu. Okay. L'intolérance au gluten, l'intolérance aux produits laitiers, les intolérances qu'on va détecter avec des tests, par exemple, ou si tu manges ça puis tu te sens juste mal ou tu as des symptômes. Moi, c'est respiratoire. Quand je mange, c'est des affaires qui ne me vont pas. J'ai déjà des problèmes respiratoires que je gère, que je contrôle, mais il ne faut pas que je fasse trop d'écart parce que je me mets à tousser comme un débile. Puis tu comme... Et bon, regarde. Toi, tu t'as souvent parlé que tu aimais ça, être ton propre laboratoire puis faire tes tests par toi-même, en attendant tes tests. Est-ce qu'il y a un danger à éliminer, par exemple, pour faire nos tests nous-mêmes sur nous, pour savoir à quoi on est intolérant? Et Philippe a une bonne question. Est-ce qu'il y a des bienfaits au gluten? Cherche-moi-en un. Parfait. Il n'y en a pas. La seule chose qui existe, c'est que chez les gens qui tolèrent bien le gluten, une fois fermenté, on appelle ça du cétane, concentré fermenté, ça devient une source de protéines très, très dense. Par contre, je questionne encore, même fermenté, la biodisponibilité des acides aminés. Non, je ne connais pas de bienfait au gluten. Okay. Mais ta question, j'avance ça, c'était quoi déjà? Ah oui, les intolérances. La diète d'élimination. Oui, okay, c'est ça que oui. Est intéressante. Non, c'est pas risqué. OK? La notion que seule une alimentation variée, équilibrée, tu sais, les lieux communs qu'on se fait dire, c'est bon, là, je m'excuse, non, c'est pas vrai. OK? Il y a des gens qui ont des intolérances. Allô, moi. Puis il y en a d'autres. On est super bien en santé tant qu'on les mange pas, ces affaires-là. Puis il y a toutes sortes d'écoles de pensée, de tribus alimentaires qui vont manger très restrictifs, qui sont pas plus malades que d'autres. Il faut faire attention aux lieux communs. Donc, la diète d'élimination, c'est quoi? Commençons par dire c'est quoi. Tu postules qu'un certain groupe d'aliments, mettons les produits laitiers, les sources de gluten, les légumineuses, les solanacées comme les tomates, donc c'est 11h30, je suppose, excusez. Je viens d'avoir un pop-up parce que non, j'ai quelque chose à 11h30, pas 11h, parce que je vais être ici à 11h. Mon horaire est fou aujourd'hui. Mais donc, la diète d'élimination, c'est à partir d'un groupe, tu élimines complètement, mais vraiment complètement, tout ce groupe-là pendant un minimum de 3 semaines, idéalement 6 semaines. Pourquoi ce chiffre-là, 3-6? C'est que la demi-vie de tes anticorps, c'est 3 semaines. Okay. Alors, 2 demi-vies, tu as coupé de 75% les anticorps circulants, c'est correct. Là, on va faire 2 choses. On enlève pendant 6 semaines, on note
Puis là, tu ne peux pas faire ça si tu fais n'importe quoi. Il faut être strict, il faut prendre des notes. C'est quoi tes symptômes clés durant les 6 semaines? Est-ce qu'il y a de l'amélioration ou pas? Puis à la fin des 6 semaines, tu fais une confrontation, un challenge, une bouffe avec ça, le groupe alimentaire. Mettons que c'est les produits laitiers, tu te tapes une fondue au fromage, mettons. Et là, tu observes aussi, est-ce que j'ai de l'aggravation ou pas? Et tout repose là-dessus. Si tu as amélioration et tu as aggravation, il y a de fortes chances que ce groupe-là fait partie des coupables. Enlève-le pour 1 an ou 2, puis tu reverras après si ta sensibilité, ta tolérance revient. Parce que le principe, c'est que normalement, c'est fluctuant dans le temps. Il y a des grandes intolérances. Moi, je suis une bébite, là, je le sais, parce que j'ai tout un historique en arrière. Mais l'idée, c'est qu'après 1 an, habituellement, tu peux réintroduire. Oui, le gros bol de crème glacée. Quelqu'un m'a déjà écouté. C'était mon test. J'ai été malade comme un chien. Puis je suis toujours pas capable de manger des produits laitiers. Là. Chèvre, brebis, ça va. Mais fromage et autre chose, je me le permets genre 1 fois par année, puis je paye pour. Je dis. Alors, chacun son... OK? Alors, et c'est ça. Puis c'est pour ça que certaines personnes, ma conjointe a fait le test avec le gluten. 6 semaines, pas de gluten. Moi, j'en mange pas, c'était facile. Puis, confrontation, gros challenge, 0 pin bar. Elle, là, ça ne change rien. Même chose que les produits laitiers. Elle mangeait le yogourt le matin, ça ne change rien à sa vie. Moi, je vis bouffi, puis je viens plein de mucus, puis bah. Bon, ça, OK. J'aimerais ça. Les reflux gastriques, parce que c'est une bonne question, ça vient de quoi? OK, il y a 2... Ouf, tu m'amènes loin, là. C'est pas des questions simples. Non, c'est pas des questions simples parce que c'est un peu... Hier, j'ai fait un live, on parlait du Magic Bullet. La notion qu'une pilule va tout régler. Oui. Ni des produits naturels, ni des médicaments, parce qu'un médicament, sauf de rares exceptions, genre les antibiotiques, c'est pas quelque chose qui guérit, c'est quelque chose qui gère le symptôme. Alors, dans le cas du reflux, tu peux prendre un médicament qui coupe l'acide, qui va gérer le symptôme. Mais en tout cas, tu n'as pas réglé le problème. Alors, pour répondre à ta question, il y a plusieurs causes au reflux. Pourquoi il est omniprésent dans notre société? Hein, c'est fou, là, genre, je vais te répondre avec une question, puis tu vas tomber en bas de ta chaise. C'est parce qu'on mange faible en gras. Moi, je suis contente que tu dises ça. Vraiment, puis étude à l'appui, là. Hein, étude à l'appui, quand tu recommences à manger gras, parce que c'est clair, les gens qui font du reflux, oui, mais quand je mange gras, c'est pire. Oui, une fois. Mais quand tu augmentes les gras dans ton alimentation partout, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a 2 stimulus pour que le petit bouchon de ton estomac, qu'on appelle un sphincter, un petit muscle en rond qui ferme l'estomac en haut, qui lui porte le nom de cardia. Il est juste là, tu sais, en bas du sternum, en haut de l'estomac. Il y a 2 choses qu'il faut faire, ferme. La quantité de gras et la quantité d'acide. Si la quantité de gras n'est pas là, il ne ferme pas étanche, la quantité d'acide monte. OK? Alors, si tu manges plus gras, régulièrement, plus de bons gras, faites attention aux oméga 6 et aux trans, mais peu importe, plus de gras, ton sphincter reprend sa fonction, puis bouche, puis alors c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui mangent faible en glucides. C'est pas nécessairement céto, là, juste faible en glucides. J'ai plus de reflux. Ça, c'est une cause. Wow. La deuxième cause, c'est les intolérances alimentaires. Il y a des gens qui, chaque fois qu'ils mangent un type d'aliment, pouf, ça monte. Ça va être les solanines, donc les tomates et compagnie. Ça va être le café. Ça va être quelque chose de spécifique. Encore là, c'est la diète élimination qui va être intéressante. Le lait sans lactose, quelqu'un qui est intolérant aux produits laitiers, du lait sans lactose, c'est quand même un produit laitier. Bon, là, il faut distinguer 2 choses. La réponse à ta question directe, c'est oui, c'est un produit laitier. Mais il faut distinguer 2 choses. Il y a l'intolérance aux produits laitiers qui est un manque de sécrétion d'une enzyme qui s'appelle la lactase. Donc, souviens-toi, enzyme, lacte, ce que ça dissout, ce que ça digère. Dans ce cas-ci, le lactose, qui est le sucre spécifique des produits laitiers, qui est la combinaison de 2 sucres que le corps n'absorbe pas. Donc, si tu n'as pas l'enzyme qui casse ça en glucose-galactose, ton lactose, et que tes bactéries aiment ça, font du beau gaz avec ça. Du méthane, de l'hydrogène et autre chose du genre, ça fait pfff. C'est pas grave, c'est juste plate. Puis ça peut donner de la diarrhée.
L'autre intolérance plus pernicieuse, c'est l'intolérance comme moi j'ai à la protéine. Alors, peu importe la quantité de lactose, c'est la protéine qui me fout tout croche. Et la Alors, protéine, c'est quoi son nom? c'est la caséine OK, principalement, parfait. mais il y en a d'autres aussi comme les lactalbumines qu'on retrouve dans le petit lait. C'est pour ça que moi, tu sais, le whey protein, le lactosérum, c'est beau, c'est le fun, c'est anabolisant, puis à un moment donné, tu fais oh boy, j'ai mal partout. Ben, c'est inflammatoire chez moi. OK. Bon, là, on va essayer de répondre aux questions en rafale pour les 9 dernières minutes. Et c'est tellement drôlement intéressant. Donc, on va commencer maintenant notre direct. Ça me fait toujours rire parce qu'à chaque semaine, on commence sur un thème, puis je trouve ça merveilleux et spontané et en même temps Ben écoute, tellement enrichissant. avant qu'on réponde aux questions, je vais te glisser une affaire que tu m'as envoyée par courriel tout à l'heure. Des gens qui seraient intolérants aux probiotiques. Ah oui, En fait, ce qui se passe, c'est que les probiotiques viennent changer ta flore intestinale. Alors, ça se peut, et c'est normal, qu'en début, tu aies des ballonnements ou des inconforts. OK. C'est pas une intolérance. C'est juste qu'il y a un changement. Alors, ce qu'on fait, on réduit la dose, ou on le prend aux 2 jours, ou on fait une pause jusqu'à temps que les symptômes soient partis, puis on revient à plus petit dosage pour avoir le bénéfice. Parce que s'il donne des symptômes, c'est parce qu'il fait quelque chose. Ah, OK? j'aime C'est... ça. C'est toute une distinction. Ben oui! C'est comme les légumes crus. Il y en a qui sont pas capables et sans lactose, Ça, veut faut... dire Non, non. Le lactose, c'est les produits laitiers. Le gluten, c'est les grains. C'est Oui, deux oui. mondes, là. C'est deux choses C'est différentes. deux choses différentes. Il y en a qui sont pas capables de manger des légumes crus. Tu sais, et donc, c'est pas qu'ils sont intolérants aux légumes crus. C'est juste qu'ils ont. Ça dépend des symptômes. OK. OK? C'est comme des gens, moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, moi, je suis allergique aux fruits. Ben oui, lesquels? Tu sais, puis quels sont tes symptômes? Il y a des... Tu sais, les symptômes, ça varie depuis... Oui, OK, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est une Mais réponse. c'est une réponse... Il manque une virgule, c'est pour ça que je ne Oui. comprenais pas ça. Les symptômes d'une intolérance sont très variables. Depuis j'ai mal au ventre, ou j'ai juste des gaz de plus, ou j'ai des douleurs, ou je me sens mal juste général. Puis si tu pousses la progression, tu peux avoir des symptômes d'allergie. Et ça, c'est un autre monde. Oui. Parce qu'on ne parle pas d'allergie ici. L'allergie, quand tu es allergique à quelque chose, les symptômes sont aigus, sont dans les minutes ou les instants après que tu as mangé l'aliment. C'est bien important, là. Les allergies différées, ça existe, mais on ne parlera pas de ça. C'est le cas de l'épipène. Ton enfant qui mange des peanuts, des arachides, qui explose, ça, c'est une allergie. Et ça, tu ne touches pas, tu évites, tu ne touches pas à cet aliment-là. Les gens qui sont allergiques aux fruits de mer, par exemple. Par contre, il y a des trucs bizarres. Les gens allergiques au kiwi. C'est pas une vraie allergie. Ou tu as les lèvres qui picotent parce que dans le kiwi, il y a une enzyme qui fait faire ça. C'est proche d'une allergie, mais c'est pas une allergie. Fait que, tu sais, c'est un monde, tout ça, là. Et tu sais, Sonia dit qu'elle pensait être allergique aux fraises, mais était allergique aux pesticides qui sont sur les fraises. En tout cas, c'est tout un univers, puis on en reparlera de tout ça. Mais Sonia aussi posait une question, et je vais répondre parce que tu as déjà répondu. Les fibres, on peut les prendre avec les vitamines. Ça ralentit, oui, l'absorption, mais tu aimes ça à quelque part que ça ralentit l'absorption. Bon, pour ce qui est des vitamines, tu as tout à fait raison. Pour ce qui est des minéraux, c'est pas tout à fait vrai, puis ça dépend des fibres, ça dépend des minéraux. Le All Brand, là, la fibre de blé, ça va te bouffer un paquet de minéraux là, parce que c'est riche en phytates. Mais les fibres solubles, comme le psyllium, par exemple, tout ce que ça fait, ça ralentit. Attention, ce que je dis là, c'est pour les vitamines, les suppléments. Pas les médicaments, c'est un autre monde. Exactement. Il faut faire bien attention. Exemple, le psyllium et le lithium donnés pour les troubles bipolaires, là, ces deux-là, là, jamais en même temps. Donc, 2 heures d'intervalle. Ouais, s'il vous plaît. Bien, c'est ce que dit Santé Canada sur les étiquettes, c'est pour ça que je dis ça. Maintenant, dans un de tes mélanges de protéines, tu as rajouté des petits fruits. Et moi, j'ai dit, oups, les gens qui suivent à la lettre le régime céto vont avoir peur des petits fruits. Bon. T'as gelé. Fait que j'ai pas. Après, à la lettre, j'ai pas suivi. Donc, les gens qui suivent le régime céto à la lettre vont avoir peur des petits fruits. Glucose, sucre. Oh! OK. Bon,
On Parce va... qu'on a un mélange avec de la spiruline que j'aime beaucoup et il y a aussi du sureau dedans, il y a des agrumes. Et les gens sont inquiets, ceux qui suivent le régime OK. CETO sont inquiets de ça. Alors, on va calmer les angoisses du monde. OK? La première chose, c'est de comprendre que les glucides qu'on veut restreindre, c'est une partie de l'aliment, c'est jamais l'aliment au complet. OK. Donc, si dans ton produit, il y a du sureau, mettons que je ne sais pas combien il y en a, là, 400 mg d'extrait de sureau, même si c'était 100% sucre, cette affaire-là, 400 mg, c'est 0,4 g, ça, dans ton calcul. On s'en fout. C'est comme manger de la salade, c'est 1 gramme par 100 grammes. Tu t'en contrefous. Alors, ce qu'il faut toujours comprendre, il y a une différence entre un extrait et l'aliment complet. Déjà, en partant, c'est une notion. Puis deux, les glucides, c'est une proportion de ton aliment. Alors, si tu veux manger faible en glucides ou même céto strict, quand tu as enlevé les grands coupables, les féculents, tout ce qui est sucré, tout ce qui est féculents, les grains, les pâtes, les patates, tu as déjà coupé 95% de tes glucides. Alors, quand tu manges des petits fruits, tu peux bien manger des mûres à 5 grammes par 100 grammes. Puis là, si tu vas vers une poudre ben, mettons que dans le meilleur des mondes, j'ai 50% de glucides dans la poudre parce que pour une raison magique, ton extrait aurait concentré les sucres. Mettons. Qu'est-ce que tu vas avoir? Ben, tu vas avoir 50% du chiffre qui est là. Et, Alors, et, à un et, moment donné, et il y a des bienfaits. Toi, tu aimes les petits fruits parce qu'il y a des bon, bienfaits moi, je aussi. suis un grand fan des super fruits du Québec. La canneberge, le bleuet et le sureau, quoique à l'origine, il n'était pas du Québec, mais il pousse très bien au Québec, sont des fruits très, très riches en polyphénol. Tu sais, la canneberge, avec ses proanthocyanidines, PAC pour les intimes, c'est une substance extraordinaire qui va aider à prévenir les infections urinaires, mais qui va surtout avoir un impact pour réduire la capacité des coliformes, le E. coli, de croître n'importe où, incluant dans ton intestin. Le bleuet contient des anthocyanes, donc un petit cousin, il est bleu au lieu d'être rouge, mais a des effets neuroprotecteurs. Il y a quelques études sur des extraits notamment faits à l'INAF, à l'Université Laval, qui montrent que ça aide pour le déclin cognitif. Puis je peux continuer comme ça, m'amuser. Dans mes conseils, je vais souvent dire les petits fruits foncés. Puis là, on me parle de la camérise. Bravo! Peu connu, pas assez. Alors, c'est tout ce qui est foncé. Puis souvent, tu n'en mangeras pas 3 tasses, là. T'sais, alors, on va être dans C'est ça. la petite quantité. Puis, j'ai vu passer vite, je ne l'ai pas tout lu, mais le principe de la diète cétogène, c'est de réduire l'apport en glucides et d'augmenter l'apport en gras pour que ton corps soit obligé de brûler des gras et donc de créer des cétones, les fameuses cétogènes. Hein. Les cétones, c'est des molécules qui ont des effets de carburant dans ton système. C'est pour ça que tu as une énergie délirante. Puis en même temps, des molécules qui sont des molécules de signal qui vont agir au niveau de plein de structures dans le corps qui ont des effets protectrices anti-inflammatoires. Mais tu n'as pas besoin de manger 0 glucides pour ça, là. L'argousier aussi, c'est Bon, extraordinaire. l'argousier, c'en est un autre qui pousse très bien au Québec. Il est juste difficile à cueillir parce qu'il y a des méchantes aiguilles partout. Oui. Mais c'est encore là riche en carotène. OK. C'est fascinant. Bon, la chicoutée, bonne chance pour en trouver. C'est une petite framboise, là, puis le volume n'est pas là, ça pousse dans le nord. On n'aura jamais suffisamment de quantité. Et oui, c'était fort intéressant. On n'est pas rentré encore dans le thème du jour, mais on pourra le faire pour la semaine prochaine avec plaisir parce que j'avais envie. Il y a juste une petite question. Les suppléments pour les enfants et les suppléments, quelqu'un qui veut se remettre en santé, quel supplément il devrait. Je sais que tu as des super formations là-dessus. Oui, ben ça, je réponds à une partie à ça dans mes webinaires sur académie.apothicaire.ca, mais le problème, c'est très difficile de répondre à une question comme ça parce que c'est individuel. Alors, ta personne qui veut se remettre en santé, commençons par regarder l'assiette, son régime d'activité physique. Avant n'importe quoi. Est-ce que tu manges les bons aliments pour toi en bonne proportion? C'est juste s'intéresser où sont puis sans calculer, là. Premier geste d'éducation personnelle. Dans ton assiette, où sont les sources de protéines, où sont les sources de lipides et où sont les sources de glucides? Commencez par vous éduquer juste là-dessus. Puis les gens font « Oh boy! »
Parce que le nombre de personnes que je vois qui te mangent un déjeuner, puis il n'y a pas de source de protéines dedans, au sens propre, là, comme je t'ai dit, moi, les protéines dans les grains, je ne les compte pas parce qu'elles sont tellement pas biodisponibles. Alors, quelqu'un qui mange, c'est un gruyot ou des toasts ou des céréales, c'est comme, ben oui, mais dans 2 heures, tu vas t'arracher la tête, toi, là. Et il n'y a pas de bon gras non plus. Ben, surtout s'ils sont dans une boîte en carton à l'épicerie. OK, c'est merveilleux. L'huile MCT, c'est quand même bon longtemps, là, juste pour répondre. Bon, l'huile MCT, OK, j'en ai déjà parlé, je vais vous en reparler. L'huile MCT, c'est une fraction d'huile de coco et ou de l'huile de palme. Puis je reviens avec mon petit chapelet, là. Ouais, Un gras, c'est 18 carbone de long. ouais. L'huile d'olive, l'acide oléique, c'est 18 carbone en moyenne. Mais il existe des plus courts, qu'on appelle à chaîne moyenne. Tous les gras dans la nature, c'est des triglycérides. Il y a 3 gras pognés sur une glycérine. 3 sur une glycérine, triglycérides. OK? Oui. Chaîne moyenne, 14, de 18, 14, 16, 14, 12, 10, 8. Alors, dès 12, on parle de chaîne moyenne. Ce qu'on veut pour augmenter l'intérêt du produit, c'est des C10, C8. Pourquoi? Parce que ceux-là, dans le corps, vont avoir plusieurs fonctions intéressantes, notamment de faire des cétones plus facilement. Okay. Donc, de faire de l'énergie plus facilement. Et c'est pour ça que les MCT sont utilisés, ou TCM, triglycérides à chaîne moyenne. Alors, puis ça, le seul problème que tu as avec ça, c'est la tolérance. Parce que c'est une molécule particulière, ton corps ne sait pas trop quoi faire avec au début. Il y en a dans l'huile de palme. Oui, l'huile de palme bio, merci, bio, rouge, équitable, parce qu'autrement, c'est un désastre écologique. Mais l'huile MCT, C10, C8, ton corps, au début, fait c'est quoi cette affaire-là? Parce que ça ne passe pas comme un gras, ça ne passe pas comme un sucre, c'est quelque chose entre les deux. Et donc, il y a un seuil de tolérance. Et c'est pour ça que beaucoup de gens commencent le céto, se pitchent dans l'huile de coco, puis dans les MCT, puis se ramassent en diarrhée. Oui, oui, tu sais, versez pas Commencez doucement. d'huile. Non, on commence par une cuillère à thé ou deux, puis on évolue selon sa tolérance. Moi, personnellement, sur mon petit déjeuner, dans mon petit pain céto, dont vous avez la recette, je mets une cuillère à table de chaque base, ça fait 2 cuillères à table, à l'œil, là, plus ou moins, et c'est mon apport par jour. Mais au départ, c'était pas ça, c'était plus petit. C'est ça. Et même si, donc, ça, c'est une bonne source de gras, l'avocat, tu sais, il y a des très bonnes sources de gras. On en parlera. Je vais me noter les questions qu'on n'a pas pu répondre. Mais même s'il y a une date d'expiration, une huile se conserve plus longtemps. Tu sais, on sait que les dates d'expiration, c'est pour... Attends une minute. Les dates d'expiration, la plus importante, au-delà de celle qui est écrite, c'est celle que votre nez va dire. Ouais. Si l'odeur change, sacrez ça aux poubelles. C'est pas bon. Les huiles saturées, les MCT, les huiles de coco, l'huile de palme, la plupart des gras animaux sont très, très stables et durent très, très longtemps parce que ne sont pas fermentescibles. Ils changent beaucoup moins. Les huiles polyinsaturées, naturelles, vont rancir très vite. L'huile de lin, ça ne se garde pas. Frigo, OK? Ça va rancir super vite. Les huiles industrielles, on a tricoté quelque chose dedans pour qu'il se garde. Ton huile de maïs, ton huile de soya, ton huile de pépins de raisin, ton huile de tournesol, ton huile de canola, si elle n'est pas bio puis jaune, attention, parce que c'est des huiles industrielles et en termes de santé, c'est de la chenoute. Merveilleux. Et c'était vraiment super intéressant. Moi, je voulais aborder, tu le sais, je te l'avais envoyé, l'acné, l'eczéma, mais bon, il est 11h05. Ça pourrait être notre sujet. Oui, bien, partons sur ces problèmes-là, puis sérieusement, un à la fois, parce que c'est tout différent. Puis encore là, si tu veux avoir un impact, il faut penser large. Il n'y a pas de magic bullet là-dedans. Il n'y a pas un problème où j'ai une solution avec une affaire. C'est vraiment, il faut revoir. Puis si on parle juste de l'eczéma, là, il y a exactement, puis je n'irai pas dans le détail, mais il y a une notion d'intestin perméable, il y a une notion d'intolérance spécifique, alors que ce soit les salicylates, les benzoates, tu me vois-tu là? Oui. On va loin là, parce qu'il y a des types réactionnels et c'est très difficile. Il y a je ne sais pas c'est quoi sa formation. Aux États-Unis, vous allez trouver un bouquin, il y a un site web qui s'appelle Eczema Detox. Quelque chose. Wow. Et c'est un peu étourdissant, là. OK? Mais sa diète d'exclusion, là, il y a des gens qui guérissent littéralement avec ça, là.
Alors, faut voir. Je ne suis pas supposé parler d'ostéoporose aujourd'hui. Voilà, non. Non, non, Mon prochain webinaire, c'est sur Oui, c'est l'ostéoporose. ça. Puis la date n'est pas sortie parce que je n'ai pas fini de le faire. Les dernières affaires, je suis en train de les faire. Là, parce que je jongle, j'échappe des billes. Voilà. Mais quelque part au mois de mai. Bon, Jean-Yves a son site. Il y a aussi un livre où vraiment tout est abordé là-dedans. Tu sais, le livre est vraiment excellent, bon stress, bad stress, mais ça parle de tout. Tu parles de tout. Tu sais, des médicaments, du stress, tu sais, de l'insomnie, de l'alimentation, justement, des bons gras, tu sais, de certains aliments qui peuvent susciter des troubles de concentration, d'anxiété. Tout est abordé dans ce livre. Vous le trouvez sur le site de maisonjacinthe.ca, qu'on livre partout, mais vous le trouvez aussi en Europe et il est dans les librairies aussi. Vous allez le retrouver. Et Il est arrivé. Jean-Yves a un site, J.Y. Dionne, et là, il y a d'autres tentacules qui partent de là et vous avez accès à tous les webinaires que Jean-Yves a donnés sur la détox, sur les suppléments. Tu as tout couvert. L'immunité. Oui, ben, puis c'est toute vous le voyez, là, à chaque fois qu'on se parle, je ne suis pas capable de vous arriver avec une solution simple. Au sens où Mais c'est ce qu'on adore. l'être humain est fondamentalement complexe et il faut individuer. Donc, chacun des webinaires est conçu de la même façon. C'est quoi les facteurs de risque? C'est quoi la publication? Qu'est-ce qu'il y a comme science derrière? Quelles sont les actions que je peux faire moi comme individu pour me prendre en main dans cette situation-là? Je vais parler de la ménopause. Je n'aurai jamais la ménopause, mais je comprends le pourquoi, le comment, puis les actions, puis je me permets d'être le pharmacien que je suis et de parler de tout l'éventail, les médicaments et les produits naturels. Jean-Yves est pharmacien, mais aussi herboriste, aussi, tu sais, tout ça. Donc, le livre s'appelle Bon stress, bad stress et il est disponible sur le site de maisonjacinthe.ca. Vous avez une section livres et dans les librairies aussi. Donc, Bon stress, bad stress. Ton site, c'est J.Y. Dionne. Là aussi, il y a une panoplie d'articles. Il y a les webinaires, mais il y a les articles aussi, tous référencés scientifiquement. Oui, oui, mais je reste moi-même, là. Mais dans le site, il y a deux gros boutons qui est aller voir les formations ou les consultations. Si vous voulez le blog, il faut descendre un petit peu plus bas, puis le bouton blog est là. Cliquez dessus, puis là, vous allez tomber en bas de votre chaise. Il y a genre 700 quelques textes qui sont là sur toutes sortes de sujets. Et oui, et tu avais aussi écrit, on avait fait des bookzines il y a quelques années, tu avais écrit sur le soleil, sur le gluten, l'eczéma. Moi, j'ai ces articles-là sur le site. Hier, j'ai repartagé ton article sur l'eczéma que tu avais écrit aussi. Parce que, bon, tout ça est extraordinaire. Et bon, l'alimentation, tu parles de l'alimentation aussi. Toi, tu es céto, moi, je suis végé. On se rejoint quelque part entre les deux. C'est assez merveilleux. Les principes restent les principes. Oui. Puis c'est toute la notion d'individualiser quelque chose en fonction de ta réalité. Les deux webinaires que je viens de faire là, sur les suppléments selon Jean-Yves, je dis pas aux gens de prendre ce que je prends. Je commence avec pourquoi. Moi, je pars d'où? Dans les années 60, là, ma mère fumait. J'ai pas été allaité. J'ai eu je sais pas combien d'antibiotiques. J'ai eu plein d'opérations avant l'âge de 3 ans. Je suis pas comme tout le monde, OK? Alors, il faut comprendre d'où on vient. Tu es comme une bonne majorité, Jean-Yves. Oui, mais OK. C'est le corollaire de ce que je dis quand je dis je crois pas à la santé parfaite. Quelqu'un qui me dit que je suis en santé parfaite, je vais gratter un petit peu pour trouver quelque chose. Oui. Je suis un peu comme Dr. Koch qui disait derrière toute personne en santé se cache un malade. Mais non, l'idée, c'est qu'il y a toujours moyen de faire mieux. C'est ça l'idée. Oui. Puis la seule personne qui peut le faire, c'est la personne elle-même. Et d'ici la semaine prochaine, d'ici à ce qu'on parle de la peau, mettez des bons gras dans votre assiette, regardez une bonne protéine assimilable. La spiruline, j'ai compris que c'en était une. Mais c'est vrai. Et là, il y a eu des beaux compliments sur ton livre. Tout le monde dit que c'est leur livre de chevet qui est fantastique. Et il y en a qui disent que c'est le seul livre qui ne se ramasse pas dans les ventes de garage. Et que ça prend le format poche pour l'avoir toujours avec nous. Vous allez vraiment trouver là-dedans votre réponse. Et tu as beaucoup plus souvent des alternatives avec des plantes et avec un style de vie qu'avec des médicaments. Je veux dire, même si tu es pharmacien, tu as vraiment, on le voit, l'alimentation, commencez cette semaine par mettre dans l'assiette de vos enfants aussi des bons gras, des bonnes protéines assimilables. Les trois questions.
Ouais. Trouvez-moi les sources de protéines, ça en prend une à chaque repas. Sources de gras, ça en prend une à chaque repas. Puis quels sont les glucides? Juste se poser la question plutôt que de manger la première affaire. Et est-ce que tu voyages toujours? Je ne sais pas pourquoi, mais toi, Ah, mon voyage en Afrique a été reporté. Il va être, si tout va bien, là, parce que bon, l'Afrique est en Afrique. Ceci étant dit sans aspect péjoratif. oui. Mais c'est reporté le 25 juin. Alors, OK. dans cette semaine-là, je devrais être à Abidjan si tout va bien. J'étais tellement chanceux. En tout cas, j'ai tellement aimé. Moi, j'ai vécu là-bas 2 ans, je l'avais déjà dit, mais t'es chanceux. Moi aussi, j'ai envie d'embarquer dans Valise. Euh, on peut être en santé en surveillance, ce qui nous rend malade aussi. Mais en tout cas, il y a Ah oui. beaucoup, dans ce qu'on a dit, il y a beaucoup déjà. Prenez le temps de réécouter, il y a du stock. C'est Oui, concentré. et donc, MJ voulait savoir, sur ton site, les webinaires, vous allez payer autour de 25 le webinaire. Bon, ça dépend de la longueur puis de la quantité de données qui est dedans. S'il y a un épisode, il va coûter 29,95. Si c'est 2 épisodes, c'est 58,95. Si c'est 3 épisodes, ben c'est un peu moins que c'est 77, 76. C'est à peu près 30 pièces de l'épisode d'1 heure et demie, un petit peu moins. Parce qu'il y a des épisodes qui sont... Et sinon, ici, sur la page, il y a tous les directs qu'on a eus, mais tous tes articles sont gratuits aussi. Et tu as aussi une page Facebook avec plusieurs vidéos aussi qui sont là, des directs. Écoutez, je fais ça depuis... Tu sais, tantôt, quand je disais, à 11h30, j'en fais un autre live avec... je fais une entrevue avec 2 personnes que j'adore, Philippe de Vienne et Ethné, son épouse, les pistes de crue, là, les chasseurs d'épices. Oui. À 11h30, je fais ça. Ah, génial! Il y a plein de choses comme ça sur ma page Franchement Santé parce que je veux diffuser puis que les gens sachent qu'ils ont le droit d'être en santé puis de se prendre en main. Ah, c'est fantastique, c'est fantastique. Donc, puis ça, vous allez être sur quelle page Facebook pour cette... C'est Franchement Santé. Okay, donc, Jean-Yves Dionne, Franchement Santé. Parfait. C'est la page d'Abidjan, puis c'est la page la page YouTube, Jean-Yves Dionne. Tu leur parleras de l'idée des épices en privé, peut-être pour le mélange de protéines là, amené par un homme, mais ça serait fantastique. Parce que, tu sais, pour le sureau, on est en lien avec Jacinthe. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Hier, on cueillait aussi les bourgeons de cassis pour la gémothérapie. Ça, c'est l'idée de Caroline avec qui tu nous as mis en contact, les botaniques. C'est fantastique, je trouve, des passions qui se regroupent comme ça, tu sais, autour d'une espèce de bien-être là, et de partage de bien-être, en fait. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Jean-Yves. À demain. Et, salut tout le monde. Et merci pour ce live. Puis je vais vous remettre le lien vers le livre, vers le site de Jean-Yves, tout ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis on se dit à la prochaine. Enfin, à la même heure que d'habitude, la prochaine fois. Jeudi prochain, en direct 15h. À 15h. Voilà. Merci ça marche. beaucoup. Merci. Bye tout le monde. Ciao, ciao.